les besoins alimentaires des élèves durant toute l'année scolaire. Et donc, pour résolver ce problème, les populations locales, les parents, les paysans, et même apportent des apports en vivre pour compenser les besoins alimentaires de leurs enfants. Alors, ainsi donc, nous avons présenté un système d'information. J'ai dit celui qui s'y connaît n'est pas bonne chaise pour s'asseoir à côté là. Ah, c'est pas ça. Alors, dans ce système d'information, nous avons les paysans, qui sont donc les parents des enfants qui travaillent sur des espaces de production, qui approvisionnent la cantine en produits vivriers locaux. Et nous avons la direction de la cantine qui se charge de faire le suivi. Et ces approvisionnements-là sont donc destinés aux rationnels qui sont les élèves. Et cela participe aussi au rendement de leurs résultats scolaires. Ainsi donc, à partir de ce système d'information, la problématique se dégage. La problématique se dégage de savoir dans quelle mesure notre système d'information pourrait permettre de générer une traçabilité de l'approvisionnement des produits locaux, le bonheur des enfants de la cantine. Et à partir de cette problématique, l'objectif est de savoir dans quelle mesure ce système d'information pourrait donc essayer de résorber la gestion de ces approvisionnements-là en produits locaux pour le bonheur des enfants de la cantine. L'objectif, les objectifs c'est d'identifier les stratégies d'approvisionnement. De manière globale, oui, on avait des objectifs comme ça, mais de manière détaillée, il s'agit pour nous de déterminer les productions, les types de production, les quantités. S'il vous plaît. Et ensuite, établir un procédé d'interaction entre les différentes données et voir à la fin induire ce système-là au niveau de la gestion. Les produits locaux, le bonheur des enfants de la cantine. C'est tout? Oui. Vous avez pris 3 minutes. Allons-y. Slide up précédent. Non. Ici, votre problématique centrale, c'est dans quelle mesure le système d'information pourra assurer la traçabilité des apports locaux. C'est ça? Oui. Et puis, vous avez des questions sur ce système principal. Oui. Et pour répondre à ces questions sur ce système, vous avez donné. Question? Question? C'est bon? Si il n'y a pas de question, voir la plate. Oui. Voilà. Oui, attends, elle. Je veux savoir. Est-ce que c'était du temps c'est-à-dire la population? Expliquez-moi un peu, parce que je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit au début dans le contexte, bien dans le contexte. En Côte d'Ivoire, la réalité est tout autre. Je ne sais pas ce qui se passe au Guinée. En Côte d'Ivoire, la dotation que l'État offre aux cantines scolaires varie entre 3 ou plus à 4 mois. J'imagine que. L'année scolaire, c'est ça. Voilà, à 9 mois, il y a un déficit de 4 à 5 mois. Pendant ce temps, comment les enfants vivent? Quel serait leur rapport nutritionnel pour booster les résultats? Donc, les populations locales, c'est-à-dire les parents d'élèves, les parents d'élèves, les enfants qui peuvent le faire, font des apports en produits locaux dans les cantines à bout. Donc, si je comprends bien, ici, ils ne veulent pas intervenir l'État. C'est-à-dire que votre système veut mettre en contribution les parents d'élèves, la population, pour qu'ils prennent en charge et puis ils prennent une bonne suivi vraiment de la gestion des cantines des enfants et enlever l'État, mettre l'État dehors de ça. Madame, on ne peut pas mettre l'État en dehors, mais une contribution à ce que l'État donne. Une contribution à ce que l'État donne. D'où l'intitulé.
le sujet là, système des approvisionnements locaux. Des approvisionnements locaux. Donc ici, dans votre système, c'est des approvisionnements locaux. L'État n'intervient pas dans le système. C'est pour l'approvisionnement local. Comment d'accord, c'est dans le système. Question, oui. Merci. C'est la dernière question. Pour votre présentation. Moi, j'aimerais savoir, le système d'information que vous avez mis en place, est-ce qu'il est seulement, il peut s'adapter? Parce que j'ai l'impression que c'est mieux adapté dans un milieu rural. Parce qu'on parle d'un champ jusqu'à la chose. Ce système d'information Non, peut... non. Il est dedans? Oui, il est dans le groupe. Ah, d'accord, donc laisse-le parler. Ce système... Non, non, laisse-le parler. Donc, comme il a dit, le système que nous avons présenté permet d'adapter, comment on appelle ça, au milieu. Laissez-le s'exprimer. Qui ne peut pas dire? Allons-y. Donc, en ville, comme il a déjà dit, en ville, on ne peut pas quitter de la plantation directement. La contribution des parents d'élèves peut venir autrement. C'est-à-dire en apportant on est dans la direction de la politique, pouvoir bien sûr collecter les fonds nécessaires pour pouvoir pallier au... J'ai une question. Voilà. Votre système, c'est pour un milieu local. Ce système-là, c'est-à-dire, ça ne tient pas compte du milieu urbain. Non, c'est en milieu rural. En milieu rural. Pas le milieu urbain. Le choix, c'est quoi? Parce que en milieu rural, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exploitation ne peut pas couvrir longue durée. Par contre, en milieu urbain, les paysans, les parents d'élèves ayant un revenu. Les moyens. Ok, donc en milieu rural, avec l'étude d'emploi du bon. Ok, c'est bon. C'était ce que je voulais savoir. Oui, d'accord. Soutenir en milieu rural, le taux de pauvreté est très élevé. Oui, oui. Et vous avez Madame, je peux ajouter aussi que les données récoltées, c'est-à-dire la structuration des données, pourra peut-être servir à élaborer un rapport, peut-être envoyé à l'État, par exemple, pour, voilà, montrer ce dont ils ont besoin, en fait, pour pouvoir pallier à ce problème. Pouvoir pallier à ce problème aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander l'aide à l'État par rapport à... Tout est bien structuré, la Chine. C'est ça qui a chié. Celui qui a parlé tout à l'heure, comment il s'appelle? Kazali. Et Dion. S'il n'y a plus de questions, c'est bon. Je crois que c'est bon. On va arrêter pour les questions. En tout cas, merci pour le système. On en a vraiment besoin. On est à la, comme on appelle ça, dans la continuité de ce qui va se passer. Mais vraiment, merci pour le système. Et merci pour le sujet. Il est vraiment d'actualité. Groupe 1 a été venez. C'est sous la délégation. Il y a Maoué, Zensou, il y a Eki. Donc, je prends deux personnes dedans, Zensou et Aïeki. Et pourquoi la flèche? Il est sous aussi. D'accord, donc si Zensou est absent, Yao. Zensou, c'est Zensou qui est absent. Aïchi et puis Yao. Aïchi et puis Yao. En ligne, vous voyez l'écran partagé? Oui, c'est partagé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, en ligne, vous avez, on peut continuer? On peut commencer?
Oui. D'accord, donc allons-y. Vous avez 5 minutes pour nous donner l'essentiel de votre travail. D'accord, merci beaucoup, madame. Oui. Bonjour, bonjour, chers condisciples. Bonjour. Bonjour, chers condisciples. Bonjour, madame. Bon, notre thème ici, c'est la gestion de l'immobilier. Déjà, en Côte d'Ivoire, on constate que dans la majorité des cas, l'acquisition des logements est devenue très compliquée. On rencontre beaucoup d'arnaques, beaucoup de corruption dans ce domaine, dans la construction, pour l'achat, pour la location. Donc, nous avons décidé de créer une base de données qui va nous permettre maintenant de gérer et de mieux régulariser ce domaine d'activité. J'ai pas envie de faire des critiques. J'ai pas envie de critiquer des présentations. Bon. Allons-y. Madame, ici, nous avons fait un système d'information pour montrer comment est-ce qu'il faut gérer le secteur de l'immobilier afin d'arriver à une bonne gestion. Nous avons d'abord, en entrée, nous avons les propriétaires qui peuvent nous consulter, nous dire qu'ils ont des bâtiments ou bien des constructions à mettre en location. Nous avons aussi nos agences partenaires qui sont les agences immobilières aussi, qui sont partenaires avec nous. Parce que nous, notre système, c'est de partir des bâtiments, des maisons jusqu'aux clients. Nous avons aussi les démarcheurs. Les démarcheurs, ce sont des gens qui, sans papier aucun, ou bien sans contrat, se permettent de voir des clients pour leur proposer des maisons. Et donc, nous avons les propriétaires des agences immobilières et puis les démarcheurs. Ces gens-là vont nous apporter ce qu'on appelle des informations. Les informations, c'est quoi? C'est le fait de nous dire que nous avons telle construction que nous voulons mettre en location. Tout ça pour gérer le système. Et puis, à notre niveau, quand nous recevons ces informations, nous allons envoyer vers un centre de contrôle qui vont trier ces informations. Si le propriétaire me dit qu'il a une maison de 2 pièces, je mets ces informations dans les lots de 2 pièces. S'il est situé peut-être à Angré ou la maison est située à Boaké, en fonction de ça, je les classe. Donc, le système le serveur et puis les opérateurs, eux, vont se charger de ranger les informations selon leurs appartenances. Après cela, nous envoyons ces systèmes à l'entreprise qui va maintenant diffuser cette sur une plateforme. Notre plateforme est conçue pour juste montrer quelles sont les maisons disponibles. Je prends le cas d'un client qui cherche une maison à Mans. Il peut directement rentrer sur notre plateforme, voir s'il y a des constructions qui sont disponibles à Mans. Et de là, le client va rentrer en contact avec nous pour nous dire qu'on a vu une construction sur votre plateforme et que nous sommes intéressés par cette construction. À ce moment, maintenant, nous rentrons en contact avec le client pour ces échanges. Dans ce domaine aussi, nous avons des flux financiers. Lorsque le propriétaire nous fait parvenir ces informations qui sont ces locations, ces cités, nous, en réalité, quand on trouve un client au propriétaire à ce niveau, il y a un revenu, il y a un contact qui se passe entre nous. Selon ce que nous on aura proposé aux clients, aux propriétaires, il y a des parts d'actions des propriétaires qui interagissent. Aussi, entre le démarcheur qui veut nous dire qu'il a une construction dans telle localité, et si après avoir trouvé un client pour ce démarcheur, il y a aussi le contrat qui est entre nous, qui sont les flux financiers. Et ce schéma est matérialisé par les flux financiers et puis les flux d'information. Bon, au niveau du problème, ce qui nous a mené à réfléchir à un tel système, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il y a des démarcheurs, des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de certificat, et qui se permettent de dire aux gens que voici, il y a une maison. Après avoir visité la maison, ils savent que c'est de l'arnaque. Et ils prennent de l'argent inutilement aux gens. Après, le client vient s'en rendre compte qu'en fait, c'était de l'arnaque. Puisque à sa venue, maintenant, il y a le propriétaire qui est déjà là. Donc, c'est pour éviter cela que nous avons inclus les démarcheurs dans notre système. En les mettant dans notre système, ça va éviter le fait qu'eux-mêmes se lèvent pour aller faire des prix. Puis ils savent qu'avec nous, il y a un pourcentage. Donc, pas besoin de se faire traquer et puis pour ne rien, et puis être emprisonné. Donc, c'est pourquoi on a inclus les démarcheurs dans notre système. Aussi, le but de cette étude, c'est de régulariser le domaine de l'immobilier
et puis de lutter aussi contre les arnaques immobilières. En objectif, nous avons satisfaire nos clients dans le domaine de la location puis des habitats. Puisque si ce système est régularisé, qu'il n'y a plus d'arnaque, il n'y a plus de faux fonds, bien je veux dire, s'il n'y a plus d'arnaque, en ce moment, les clients seront satisfaits. Et ils auront les maisons qu'ils veulent aux endroits qu'ils veulent. Parce que notre plateforme, on va tout indiquer dessus. Au niveau aussi, nous allons aussi régulariser ce secteur au niveau de l'immobilier. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc, vos réflexions. Merci pour votre présentation. Il faut dire que vraiment, c'est un secteur très, très malade en Côte d'Ivoire. Donc, si le système que vous voulez mettre en place a pu se faire, vraiment, ça serait bon pour remédier vraiment à la situation de la société au niveau de la nappe. La nappe, comme on voit dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Question? Avant que quelqu'un réfléchisse à une question, votre présentation, elle est belle, elle est intéressante, mais l'animation, faites attention aux animations que vous suivez. Il y a eu 2 animations qui sont venues. Il y a eu une animation qui est venue comme un objet qu'on jette dans un écran d'eau. Et puis ça fait les ondulations. Ça fatigue vraiment les yeux. Pour une présentation, je le dis de façon générale, surtout au niveau de moi. Il y a des jurys qui sont inscrits que vous faites ça pour moi, ça fatigue les yeux. Ça éblouit les yeux. Deuxième chose, il y a eu la deuxième, qu'on appelle ça, la mosaïque genre en cassure, en carré, ça fatigue aussi les yeux. Quand si vous prenez des animations pour animer, vous prenez des animations simples et puis pas avec des mosaïques, mais pas zigzaguées. Par exemple, à l'eau, il y a eu des ondulations, comme si c'était des signaux. Avec l'autre aussi, c'est aussi zigzagué, comme si c'était des choses qu'on casse. Non, prenez des animations qui viennent de façon simple, le plus simplement possible, une animation simple qui affiche directement l'information, qui enlève l'information, donc on a le de donner une autre affiche d'information, mais en un seul trait. C'est vraiment très important. Okay. Question? Oui? Moi, j'ai une petite question. Oui, posez. D'abord, c'est le groupe 1. Merci pour l'exposé. J'ai constaté que dans leur système d'information, ils font partie des acteurs. Voilà, ils se sont liés en entrepreneurs. Donc, moi, j'aimerais savoir, puisque ce que moi je sais, les agences immobilières, généralement, jouent un rôle dans cette histoire de gestion des logements. Je pense qu'ils facilitent l'accès au logement. Maintenant, vous voulez mettre une entreprise en place. Quel rôle, quel bonus vous allez envoyer de plus par rapport à l'agence immobilière? Parce que je n'ai pas bien saisi. Ok, merci. Ok, ici, nous, notre rôle, c'est de travailler non seulement avec les agences immobilières et aussi de travailler avec les démarcheurs. Nous, ici, on prend les démarcheurs en compte. Celui qui est au quartier qui dit qu'il dit à son voisin que si tu cherches une maison, que je vais te trouver une maison, je le prends en compte parce que c'est quelqu'un qui peut aller prendre une maison à quelqu'un sans même qu'il soit le propriétaire, sans même qu'il ne connaisse le propriétaire. Donc, en l'incluant dans mon système, je réduis un peu le taux de personnes qui vont aller dans ce secteur. Et en regroupant plusieurs démarcheurs, sachant qu'ils ont un intérêt si la maison qu'ils ont proposée a été prise à ce moment, je pense qu'ils vont se rattacher. C'est même aussi, ils peuvent aussi vérifier notre plateforme de temps en temps parce qu'ici, il y a un lien entre notre plateforme et puis les démarcheurs. Avec des applications que nous allons peut-être mettre en place, ils pourront savoir si quelqu'un veut une maison, ils pourront consulter notre plateforme pour savoir est-ce qu'il y a des maisons disponibles dans telle entreprise. Et à ce moment, ça nous fait aussi des clients. Donc, l'innovation, c'est un peu les démarcheurs. On va vers les démarcheurs, on les recense et puis on les inclut dans le système. Ce n'est pas seulement les démarcheurs. Maintenant, excusez, ici, le principe, c'est de créer une base de données qui va prendre en compte presque toutes les agences immobilières. C'est-à-dire les mettre ensemble et travailler avec eux, sans oublier les propriétaires. On n'oublie pas les propriétaires de maisons qui ne veulent pas forcément avoir affaire à des agences immobilières pour leurs travaux. Donc, on les met en compte. On les prend en compte dans notre structure
et on crée une plateforme qui sera chargée de traiter et de trier ces informations pour faciliter l'accès. Ce que je voulais dire, c'est un additif fort parce que tout ce que vous jouez ici le rôle de contrôleur. Il y a plusieurs structures, il y a plusieurs les propriétaires, les agences immobilières, les démarcheurs, tout cela. Ce sont des secteurs et des gens, des personnes qu'on ne maîtrise pas. Parce que la NAC vient pas seulement des démarcheurs, même des agences immobilières, des propriétaires, tout cela, il y a des amateurs partout dans ce milieu-là. Et donc, vous, puisque sa question a été que c'est innovant parce que vous êtes au centre de votre système. C'est-à-dire qu'eux étant au centre du système, ils vont jouer sur le rôle de contrôleur. C'est-à-dire qu'ils sont censés, non seulement les informations qui parviennent à eux, qu'on appelle ça, vérifier la véracité, la rigueur de ces informations pour les valider. Et en plus, les informations aussi qu'ils vont mettre à la disposition de vos clients qui sont à la recherche d'une maison ou bien de maisons pour louer en location ou bien pour payer un immobilier, pour qu'ils ne soient pas dupés, pour que les informations qu'ils reçoivent de la plateforme soient des informations fiables et de façon confiante. Donc là, ça ne met plus, enfin, ça ne va plus mettre en contact le client avec l'agence immobilière, ça ne va plus mettre en contact le client avec les propriétaires ou bien les démarcheurs, mais tout cela, ils sont contrôlés par une entreprise que eux-mêmes vont donner le nom de l'entreprise, et c'est cette entreprise, ils sont l'interlocuteur entre tous ces trucs d'immobilier et puis les clients. Donc, moi, je suis le rôle de contrôle. Voilà, en quelque sorte, je crois que c'est ce qui vient mettre en plus. Sinon, le système est déjà là, mais il fonctionne toujours mal. Parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi en tant que tel. Mais qui va jouer le rôle du suivi? Or, eux ici, ils s'engagent à jouer le rôle du suivi. Donc, ils endossent tout. Donc, pour endosser tout ça, il faudrait qu'ils puissent mener des enquêtes vraiment approfondies avant de mettre sur la plateforme la disponibilité de temps à tel prix pour tel client. Afin que les clients ne se fassent plus duper par les malfaiteurs. C'est bon? C'est comme il y a le centre. Le serveur opérateur, oui, c'est bon. En tout cas, merci pour la présentation et je vous remercie. C'était vraiment très généreux. En ligne. En ligne, je peux avoir le groupe 7, constitué de Sabine Sylvestre. Ok. Lanignon, Abedi, Bourema et Djoré. Mais je prends 2 personnes. Abedi et Bourema, ils sont là? Oui, je suis là. Et Bourema? Oui, c'est moi et Bourema. Et Abedi? Oh. Abedi absent? Lania est présent? Lania, il s'est excusé. Il est en réunion qu'il dirige. D'accord. Il dirige une réunion aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Sabi est là? Oui, présent, madame. D'accord. Donc, Sabi et puis Bourema. Groupe 7. OK. Donc, Sabi. Quelle est la Oui. Oh, d'accord. Comment vous voyez l'écran partagé? Oui, on voit. Donc, on va suivre à partir de votre écran. Hein. Comment? Je dis, on fait le suivi à partir de votre écran. D'accord. C'est nous-mêmes qui allons faire passer les diapos ici. D'accord, ça marche. Donc, Sylvestre, tu prends la main ou je prends la main? Vas-y, prends la main, je te seconde. D'accord. C'est bon, vous avez coordonné? On peut commencer? Oui, on peut commencer. Donc, vous avez 5 minutes pour nous montrer l'essentiel de votre système d'information. Oui. Allons-y. D'accord, donc bonjour tout le monde. Bonjour. Nous avons étudié, nous avons pris le cas du système d'information électrique pour la gestion et la maintenance d'un réseau de distribution d'énergie électrique. Le cas de l'EDM SA du Mali. Tu as besoin de concentration, donc concentrez-vous. Donc, on y va. Je vais vous aider. Diapo.
Voilà, donc la société d'électricité du Mali fournit sa propre source d'énergie. Donc, c'est cette compagnie-là qui est chargée non seulement de produire l'électricité, mais aussi de brancher les clients. Donc, la problématique était quoi? C'est qu'on a remarqué que sur les lignes, quand il y a des pannes, il y a des difficultés de transmettre le message. Non, il faut partir au premier diapo d'abord. Je n'ai pas terminé là-bas. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est suite à cela, il y a eu beaucoup de problèmes autour de la maintenance et surtout des branchements. Il y a eu beaucoup de branchements anarchiques. Alors, nous nous sommes dit, on va leur proposer un schéma pour pouvoir sortir de ce problème-là. Donc, quand la société va produire l'électricité, alors elle va brancher les clients en fonction des demandes. Une fois les clients branchés, tout ce dossier sera reproduit et transmis au gestionnaire du réseau, qui, lui, sera chargé maintenant de récupérer les bons de facture, de faire la maintenance et de faire le suivi info en fonction de ce que les clients vont les rapporter comme panne ici et ailleurs. Donc, ils seront chargés de faire la cartographie et faire un suivi à partir des technologies de la télédétection. Oui, on y va. Diapo. Donc, voilà la problématique, comme on l'a dit plus haut, c'est qu'on a constaté que pour la gestion du réseau, il y a beaucoup de problèmes qui relèvent non seulement des gestionnaires du réseau et aussi au niveau du branchement. Donc, dès qu'il y a une panne, quelque part, il y a des difficultés de localiser la panne, puisqu'il y a beaucoup de branchements anarchiques. Et il y a un suivi et un problème de suivi des équipements aussi qui est là. La géolocalisation fait défaut. C'est seulement les grands poteaux qui sont répertoriés, mais les petits branchements et les têtes de prise ne sont pas répertoriés. Donc, il y a un problème d'actualisation des plans à ce niveau. Maintenant, le but de l'étude, c'est de pouvoir numériser et automatiser la gestion et la maintenance du réseau afin que les clients puissent, à partir de la plateforme, non seulement faire des demandes, mais aussi signaler les pannes en temps réel et permettre, ce même dispositif doit permettre aux gestionnaires de pouvoir dire à la centrale, alors il y a tel problème dans telle zone, alors coupez le courant ici. Et l'équipe de maintenance va monter urgemment, résoudre le problème. Donc, d'une manière générale, c'est là le but de notre étude. On a fait une brève étude vraiment succincte, pas trop développée. Donc, Sylvestre, si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense que tu as déjà parcouru l'essentiel de notre système d'information. Ce que je peux ajouter, c'est au niveau de la gestion des pannes. Puisque dans la plupart des cas, on constate souvent qu'il y a des pannes intempestives un peu partout et les gestionnaires souvent n'ont pas un plan bien défini de la zone. Donc, ce qui fait que les populations sont coupées du courant et la plupart ils mettent des jours, voire des semaines avant de pouvoir rétablir le courant électrique. Donc, avec notre système, on va faire de telle sorte que lorsqu'il y aura coupure d'énergie, que le consommateur puisse appeler directement un centre d'appel, c'est-à-dire quel centre disponible au niveau du gestionnaire. Et ce gestionnaire met en contact alors les techniciens pour qu'ils puissent vite identifier où se trouve la panne et avec les moyens du SIG, pouvoir identifier comment résoudre rapidement les différentes pannes enregistrées. Bon, comme objectif, on a actualisation des plans. Il a déjà à peu près donné les objectifs. Je vais quand même revenir un peu là-dessus. Actualisation des différents plans d'information relatifs à chaque réseau HTA, HTB, BT. Déterminer les différentes fonctionnalités, composantes et modules de système à mettre en place. Concevoir une base de données à référence spatiale pour la gestion des différents réseaux. Élaborer un système d'information géographique semblable à une plateforme web et proposer un processus et une procédure de mise à jour et d'intégration des données dans la base.
Je pense, oui. OK, merci. Nous sommes à C'est fini? Oui, madame. D'accord, groupe 7. Merci beaucoup pour votre brillante présentation. Merci de nous. L'étude, c'est une étude de façon générale ou bien concernant un pays particulier? Bon, ça concerne un pays particulier, mais qui peut s'étendre d'une manière générale. Hein. On a essayé de sortir un schéma. On est parti d'un cas particulier pour pouvoir généraliser. D'accord. Question? Pas de questions? Pas de questions. OK. Donc, sur ce groupe 7, je vous remercie encore. Et puis, nous passons au groupe 9 en ligne. Le groupe 9 est constitué de Niamey, de Kofi, de Maïdouka, de Yapi et de Ouattara. Je prends 2 personnes, c'est-à-dire Maïdouka et Yapi. Ils sont là? Maïdouka et Yapi, ils sont là? Non, madame, ils sont en réunion. Bon, qui est là? Dans le groupe 9, qui est là? Gagné. Qui? Niamey, d'accord? Niamey et puis Gagné. Et puis qui? Qui d'autre, tu es seul? Oui, madame. D'accord, donc il n'y a pas de problème, tu fais la présentation du groupe. OK. Bon, merci beaucoup, madame. Notre thème porte sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la lutte de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous avons fait le choix de ce thème? Parce que nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, ce fléau qui est l'orpaillage clandestin déstabilise les finances publiques à travers la fuite des fonds vers des marchés noirs. Je prends l'exemple, en 2016, le gouvernement a pu traquer 429 sites illicites d'orpaillage clandestin en 2016. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 400 sites encore qui se sont ouverts. Donc, nous avons décidé de mettre en place un système d'information pour pouvoir agir efficacement et à temps contre ce fléau qui mine notre pays. Donc, nous avons décidé de lutter contre l'orpaillage clandestin qui est en Côte d'Ivoire, qui est le thème. On peut passer à la première diapo. Au premier diapo, voilà. Ici, notre schéma ici présente notre base d'information qui part d'abord des sites d'orpaillage clandestin qui sera repéré par des images drones ou des images satellitaires. Et ces informations vont être transmises à notre base de données à travers soit le ministère des Mines ou bien un centre indépendant qui dispose de notre base de données. Par la suite, une fois que ces informations traitées à travers la télédétection, une fois que les sites repérés et confirmés, l'information sera transmise aux forces de l'ordre et de sécurité qui vont maintenant mettre en place la répression pour fermer ces sites d'orpaillage clandestin, ce qui va permettre de régulariser l'orpaillage en Côte d'Ivoire et pour une meilleure vente pour le bien de la population et des finances publiques. Mais surtout, notre base de données va permettre de surveiller ces centres clandestins qui ont été fermés. Parce que nous constatons que après avoir détruit ces sites clandestins, une fois que les forces de l'ordre sont parties, ces mêmes orpailleurs clandestins reviennent de façon clandestine pour exploiter ces sites. Ou bien, ces sites qui sont découverts tardivement par les différentes autorités, d'ici la répression va être faite, les minerais ont été déjà épuisés totalement. Donc, la répression vient tardivement. Donc, notre système d'information va permettre de repérer très tôt ces sites d'orpaillage clandestin pour une action rapide pour garder en place notre bien-être ou bien notre ressource minière. On peut passer à la page suivante. OK, donc pour la description, c'est ce qu'on a dit, répertorier les sites d'exploitation clandestine de l'or à travers les images satellitaires et drones,
confirmation du ministère des Mines à l'exploitation des données fournies par les drones et satellites, la transmission des données aux forces de l'ordre pour une répression, ce qui favorisera l'éradication de ces fléaux pour une plus-value à l'État dans le domaine minier. Au niveau de la problématique, pourquoi nous avons choisi, c'était, on a dit, en quoi ce système d'information pourrait aider à lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Le but de l'étude, c'est de mettre en place un système d'information de surveillance contre l'orpaillage clandestin en vue d'éradiquer ce fléau en Côte d'Ivoire. Les objectifs à atteindre, c'est-à-dire équiper toutes les directions régionales des mines d'un système de gestion et de surveillance contre l'orpaillage clandestin, l'identification des zones potentielles d'orpaillage clandestin, parce qu'une fois on détruit des sites, les orpailleurs clandestins vont sur de nouveaux sites. Donc, à travers notre système d'information, on va déjà identifier les prochaines à travers une étude rétrospective. On va voir déjà où les orpailleurs clandestins peuvent se diriger une fois qu'on ferme les sites présents. Donc, on va identifier les zones potentielles d'orpaillage clandestin, la signalisation de toutes les activités, de toute activité d'orpaillage clandestin dans les brefs délais, voilà, à travers les différentes informations fournies par les satellites ou au système. Déguerpir les orpailleurs clandestins le plus tôt possible, surveiller quotidiennement les zones déguerpies et lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame. Nous sommes disposés aux différentes questions. Pour le sujet qui est vraiment d'actualité, merci aussi pour la présentation, pour l'organisation. Question? Oui. Il y a une question, donc écoutez. C'est au niveau de vos objectifs. Vous avez dit que vous allez déguerpir les orpailleurs. J'aimerais savoir comment votre système va faire pour déguerpir les orpailleurs clandestins, sachant que vous êtes dans la gestion d'une base de données et je pense que vous devez donner des informations aux autorités pour faire ce déguerpissement-là. Mais je ne vois pas le lien entre votre base de données et le déguerpissement des orpailleurs. Donc, si vous pouvez Monsieur Niami, vous avez entendu? Monsieur Niami. C'est quoi? Monsieur Begle, vous avez entendu la question? J'ai entendu la question, madame. D'accord, ok, donc voilà. Voilà. Ici, il faut dire aux condisciples que la lutte contre l'orpaillage clandestin, d'abord, n'est pas quelque chose facile. Donc, ici, nous, notre base de données est de collecter les informations à travers des outils de télédétection. Une fois que ces informations sont validées, c'est aux forces de l'ordre de pouvoir déguerpir. Donc, nous, notre base de données va servir de base d'information pour fournir les informations à temps aux différentes forces de l'ordre pour pouvoir aller en action contre l'orpaillage clandestin. Sinon, ce n'est pas nous qui allons aller déguerpir puisque nous n'avons pas... Il faut reconnaître que les orpailleurs clandestins sont équipés d'armes à feu. Hein. Voilà, donc nous allons fournir des informations à travers la télédétection. Oui, raison pour laquelle cette étude est pertinente, puisque les orpailleurs clandestins, tu ne peux pas aller les répertorier physiquement sur le terrain à partir des images satellitaires que nous allons voir. Si ici, on avait une forêt il y avait un mois, aujourd'hui, on voit que cette forêt est en train d'être dégradée progressivement à travers les images satellitaires. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on peut envoyer maintenant un drone en repérage dans cette zone qui va voir des images de près. Et puis, à partir de ces images-là, nous allons confirmer l'information et transmettre l'information aux forces de l'ordre qui vont faire une descente sur ce lieu-là pour déguerpir les orpailleurs clandestins. Sinon, que ce n'est pas nous qui allons, mais nous servons à travers notre base de données, nous fournissons les informations aux forces de l'ordre pour pouvoir déguerpir. Merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à votre question. Votre base de données que vous avez en place est un appui à la décision. Voilà, ça appuie la décision de l'autorité. D'accord. Question, oui, la dernière question. Une seule dernière question. Bon, je prends le genre. Oui.
Je vous remercie pour votre présentation. Ma question, c'est de savoir pourquoi vous voulez mettre fin à l'autre. Ce sont ces activités qui permettent à la population de soutenir à tel besoin. Les enfants vont aller à l'école, payer les frais de scolarité. Je ne sais pas si vous avez pensé au service secondaire que cela pourrait engendrer. Monsieur Begré, allons-y. Réponse. Ok, merci beaucoup, madame. Il faut dire à la condisciple que l'orpaillage en Côte d'Ivoire est régi par des tests. Sinon que l'État de Côte d'Ivoire n'interdit pas l'orpaillage en Côte d'Ivoire, mais pour être orpailleur en Côte d'Ivoire, il faut remplir certaines conditions. Voilà, donc si vous devez exploiter... La connexion bâtie? Monsieur Begré, vous nous recevez? Bon, je vais terminer ce qu'il est en train de dire parce que je vois déjà ce l'idée. Ça veut dire, ici, le côté, l'opage, comme je dis, n'est pas interdit en Côte d'Ivoire. C'est régi par... Monsieur Begré, je vais terminer. Comment tu as pour te connecter? Tu as pour te connexion, donc je vais terminer. Quand la connexion va s'établir chez toi, elle va continuer. Donc, l'opage est régi par des lois. Que tout le sous-sol appartient à l'État et non à un individu. Voilà. À partir de... Monsieur Begré, c'est bon. C'est bon. Oui. Non, plus de questions. Allô? Question pertinente. Allô? Oui, monsieur Begré, c'est bon. Il y a une dernière question pertinente. Il dit c'est pertinent. D'accord. Donc, non, j'écoute la question. Oui, oui. Voilà. Moi, c'est au niveau de leur schéma. Parler des opérateurs. Il y a une image qui parle de contrôle, puis à vente. On veut interdire le paillage. Et on parle de l'or et puis de vente. La relation, le lien, c'est quoi? C'est quoi le lien? Puisqu'ils veulent les opérateurs contester, les répertorier et puis maintenant les déguerpis. Et on parle de vente. Vente de quoi? C'est quoi? Qui va extraire l'autre pour vendre la tête? Ok, Begré, c'est pas à peine de répondre. Moi, mais je vais donner la réponse. C'est que tu n'as pas suivi. D'accord. Suivi le début de sa présentation. Si tu avais suivi le début, tu allais voir le côté client qui est là. Quel est son rôle? Qui peut résumer en une seule phrase le côté, la présence du côté client, celui qui a suivi? Donc, personne n'a suivi. Le côté client, pourquoi il y a un client là? Qui peut résoudre? Peu de temps, tu t'étais. Qui peut résoudre sa vie? C'est pour apprendre le coût de la caisse de l'État. En régularisant ce secteur-là, l'État pouvait garder ses gisements et puis mieux les exploiter. Puisque quand les employeurs les exploitent, ça rentre dans les poches des employeurs, il y a un mouvement de fuite juste pour apprendre les... Qui a quelque chose d'autre à apporter? Oui. Moi, je pense que les autres employeurs peuvent les répondre à cette question. On peut les parler. De façon légale et officielle. Monsieur Begré. Allô? Oui, allô? En une seule phrase, le rôle des clients là. En une seule phrase, en résumé. Parce que je me souviens très bien que tu as parlé de là. OK. On a dit qu'ici, le but de la vente ici, c'est que l'État puisse réguler la vente de l'or en Côte d'Ivoire parce que à travers l'orpaillage clandestin, on a une fuite des revenus concernant l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour que l'État puisse avoir un regard sur la vente de l'orpaillage clandestin pour renflouer les caisses de l'État. Monsieur Yao, ça va maintenant? Ça va toujours pas. Quel est votre problème? Comme on parle de chercher à régulariser, c'est vrai, régulariser les caisses de l'État. Mais l'objectif c'est de trouver, faire passer les images satellites, tout ça, pour pouvoir faire dégager les voyages. Mais donc le schéma, c'est le résultat qu'on devrait avoir normalement, c'est comme la libération, le décapitissement sur les sites de voyage. Oui. Comment chez moi, c'est pas à une telle fin, c'est-à-dire que c'est le décapitissement qui va vraiment
à côté de l'agence d'accueil de l'État, mais le résultat final auquel moi je m'attends, c'est que les sites de paillage, c'est pas négatif. Mais quand on parle d'entrer les sites de paillage, et puis on va maintenant de l'autre côté, comment je suis leur méthodologie, ce qui veut négatif les gens, les sites de paillage. Quels sont ceux qui sont d'accord avec ce que lui dit? Quels sont ceux qui sont d'accord? Madame, tu es d'accord? Tu es d'accord? Je suis d'accord à moitié. Non, et comment quels sont ceux qui sont d'accord avec ce que lui dit? Le sens de la presse, je ne suis pas d'accord. Non, laissons avec des sens de presse. Allô, madame? Laissons le cas des sens de presse. Ici, je ne tiens pas compte aujourd'hui des critiques au niveau des flèches. Non, madame, je suis d'accord. Parce que, comme on appelle ça, c'est aujourd'hui qu'on a vu, disons, le sens de flèche. Disons, le schéma, c'est pour que vous ayez, parce que quand on va venir écrire qu'on appelle ça, en écriture sans schéma, ça sera beaucoup flou dans la tête de beaucoup. Avec les images, c'est beaucoup plus parlant, plus compréhensible. Les flèches, tout ça là, ça c'est sûr que ces flèches-là, à la longue, ça sera mieux détaillé. Vous comprenez? Donc là, laissez le papier. Je pense que si on veut voir le côté des flèches, tout le monde va avoir ce petit côté des flèches. D'autres ont bien fait déjà les présentations de flèches. D'autres aussi, ils en ont fait à leur manière, mais je suppose que c'est à partir de ce qu'on a fait au fond, c'est ça qu'ils ont pu présenter. Mais à la longue, dans la bouteille, ils vont améliorer certaines choses. Donc, on laisse le côté des flèches. Mais ce que lui a dit, qui est d'accord avec lui? Je suis d'accord avec. Avec qui? Lui, c'est qui? Avec Yao. Avec Yao. Et les autres, vous êtes d'accord avec l'étudiant? Allô, madame? Oui, Begré. Non, c'est Ofundi, en ligne. Oui, Ofundi, oui. Moi, c'est plutôt une contribution sur ce que Begré a dit. Oui. Alors, aujourd'hui, on parle d'un système qui va aider à déguerpir les sites d'orpaillage clandestin. La notion de client, c'est qu'aujourd'hui, lorsque la force de l'ordre intervient pour quelque chose qui est illégal, on doit aller jusqu'à la personne qui a acheté. Parce que le client qui achète auprès des clandestins, il participe au faux. Donc, la notion de client, c'est peut-être la traque va continuer jusqu'aux clients, jusqu'aux acheteurs. Parce qu'à partir des orpailleurs clandestins, on peut arriver à identifier les clients. Merci pour ta contribution. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Où est-ce qui veut parler? Pascal Yao. Pascal Yao. Allons-y, monsieur Pascal. Oui, n'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, l'achat et vente d'or est assorti d'un agrément du ministère, du ministère des Mines. Et donc, pour posséder de l'or, il faut avoir un agrément. Et donc, le client est un acteur important parce qu'il peut être une source pour identifier l'orpaillage clandestin. On peut lui demander où tu as payé ton or. Lui, il a le droit d'avoir son or. Mais rien ne prouve que, et pour acheter de l'or, lui, il n'a pas à demander si ce or vient d'un endroit clandestin ou pas. Dès lors qu'il a l'agrément, il peut payer son or. Alors, donc, s'il montre là où il a payé son or, les autorités pourront identifier les zones. Il peut aider à identifier les zones clandestines. C'est ce que je voulais dire comme apport. D'accord, merci beaucoup, M. Yao. En tout cas, merci pour ton apport. À cet apport que tu viens de donner, je vais même ajouter quelque chose. Est-ce que ce qui se fait de façon clandestine, est-ce que ça permet à l'État de pouvoir avoir des revenus? Tout ce qui est clandestin, ça fait perdre un pays, ça fait perdre l'État, ça échappe à l'État. Vous comprenez? Donc, quand tu mets un système en place pour pouvoir traquer ces personnes, pour tu mets un système en place pour aider l'État, pour qu'on puisse mettre la main sur ces clandestins, plus on met la main sur ces clandestins, en dessous de ça, qu'est-ce que cela va encore apporter à l'État? C'est-à-dire que l'État aura un suivi de leur, qu'on appelle ça, du milieu minier. Ensuite, ça va permettre à l'État de faire entrer l'argent dans sa caisse parce que les choses se feront maintenant de façon légale. La clandestinité va disparaître, tout se fera de façon légale. Donc, tout les droits être votés, que ce soit en achat, que ce soit qu'on appelle ça dans les tickets d'orpaillage, tout cela sera régularisé et justifié de sorte que l'État va permettre à l'État de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins, n'est-ce pas? Mais si c'est de façon clandestine, l'État, c'est une taxe pour l'État. Alors que les bases de données, comme je vous ai dit, on crée une base de données pour résoudre des problèmes. Pour faire pas d'une situation et résoudre des problèmes. La première situation, c'était l'orpaillage. Mettre fin
à l'orpaillage. Quand on met ça à l'orpaillage, qu'est-ce qui va défouler? Ça dit les choses vont se faire de façon légale. Donc, ça va peut-être venir de l'argent à l'État. Comprenez comme c'est là. C'est bon? Oui, c'est ce que j'ai dit. Allô? Oui, s'il vous plaît. Arrêter l'orpaillage. Parce que le fait que l'État gagne après. Mais ils ont expliqué dans l'exposé comment passer pour arrêter l'orpaillage. Pour le moment, ils ont montré les drones et les images satellitaires qui vont leur permettre d'avoir des informations très rapidement au lieu, parce que les autres, ils ont du mal à avoir les sites d'orpaillage parce qu'il faut qu'ils fassent découvrir le site. Or, eux, ils auront la possibilité de ne pas aller sur le terrain déjà, mais avec les drones et avec, comme on appelle ça, les images satellitaires de collecter, déjà détecter ces lieux et automatiquement d'envoyer des signaux, des informations déjà aux personnes chargées, habilitées, pour leur dire que, attention, cette zone, on constate des mouvements là-bas. Donc, envoyer des gens aller faire des vérifications. C'est bon? Non, c'est ça, mais c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, on dit la même chose. C'est pour que moi, je demandais. Oui, oui. C'est que, on passe des zones, on arrive là, on construit tel structure, tel truc pour arriver maintenant au décalissement des zones. C'est-à-dire que le schéma même, l'aboutissement devait être décalissement des zones. Donc, on parle des zones. On voit telle image satellitaire. On voit tel moi, c'est le schéma même qu'elle a en fait. Et l'aboutissement, c'est le décalissement des zones. Pourquoi tu veux que l'aboutissement soit décalissement? C'est ce qui va permettre oui. Dans tel entente de il a dit que l'État perdait l'argent. De l'argent, oui. Donc, si on comprend sur cette phase-là, le chemin est en mettant la France, puis le chemin est. Mais John aussi, lui, ce qu'il dit, est que si eux, ils ont parlé de déguerpissement, alors, à la fin, on doit avoir peut-être des zones qui ont été déguerpissées. Mais lui, au départ, il a déjà précisé qu'il a déjà orienté son sujet. Donc là, son sujet est déjà juste. Son sujet est juste. Moi, je ne trouve pas de problème avec son sujet. Son sujet est juste. Toi, tu veux que ça soit seulement déguerpissement. Pourquoi? Bon, d'accord. On les a déguerpis, on a mis un système en place pour les détecter, on les a déguerpis. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Je vais envoyer nos sujets un peu qui va aller dans ce sens. Par exemple, tu dois mettre un système de base de données pour régénérer par exemple une forêt. Tu vas mettre le système en place et dans le système, tu vas mettre le reboisement. Tu dois avoir le reboisement. Quand il y aura le reboisement, au finish, quel est le résultat final? C'est-à-dire qu'on veut reconstituer la forêt. Le reboisement est un élément très important dans cette fonction-là. Au finish, qu'est-ce que tu cherches? La forêt, oui. La reconstruction de la forêt, n'est-ce pas? Ce reboisement que tu as eu à faire, le plus important, c'était le reboisement. Mais le reboisement que tu as fait, quel apport il a apporté? La mise en place de la forêt, la reconstruction de la forêt. Tout ce qui a été détruit se remet en place, n'est-ce pas? Donc, c'est à peu près la même chose ici. Si on veut envoyer un peu dans ce cas de son orpaillage, c'est d'accord, moi. Il met son système en place sur le déguerpissement, mais au finish, la paix là, à quoi ça va servir après le déguerpissement là? Si on a traqué les clandestins, ça va servir à quoi? À apporter de l'argent, à être bien utilisé et puis faire entrer de l'argent dans la caisse de l'État. C'est bon, c'est bon, c'est clair maintenant. Ok, donc, M. Begré, je vous remercie. Il est midi. Merci s'il vous beaucoup, plaît, madame. Il est midi. Madame, s'il vous plaît. Oui, question? Oui. Oui, j'écoute. Oui, moi, ce n'est pas une question, mais je voudrais revenir un peu sur ce qu'on vient de dire. En fait, parlant de la pertinence de leur sujet, ce n'est pas un jugement. Oui. Ils ont orienté leur sujet sur les recettes de l'État. Oui. En réalité, l'orpaillage clandestin, les enjeux ne concernent pas. En fait, les recettes de l'État constituent un élément mineur dans les enjeux de l'orpaillage clandestin. L'élément primordial, c'est la question de l'environnement. Vous savez, quand on fait l'orpaillage clandestin, on utilise les produits qui détériorent l'environnement. Or, aujourd'hui, le principal enjeu mondial, c'est la question alimentaire. Lorsque les gens font l'orpaillage clandestin, les gens détruisent les terres et on ne peut plus les utiliser pour l'agriculture. C'est là le vrai problème de l'orpaillage clandestin. Tout ce que les gens font autour, là, ce n'est pas la question des recettes de l'État, parce que finalement, l'État va recevoir son argent.
puisqu'il faut des gens pour acheter l'or. Et quand les gens achètent l'or, dans les transactions, l'État va récupérer des taxes. Le vrai problème, c'est la dégradation de l'environnement. Et s'il y a dégradation de l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut les déguerpir et mettre en place un système. Il faut les former à faire ce travail avec moins de conséquences, je dis moins d'inconvénients sur l'environnement. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a des champs, des écoles sur l'État a initié une sorte d'école sur les lieux d'orpaillage clandestins, enfin, les lieux d'extraction d'or que les gens ont régularisés pour que les gens travaillent en respectant les normes environnementales. Voici un peu le vrai problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Pascal, pour l'ajout que vous venez de dire. Effectivement, c'est un ajout très important. Le problème de l'environnement qui se pose dans ce système d'orpaillage. Mais il faut dire que quand ils mettent en place, déjà la mise en place de ce système, déjà non seulement c'était très rigoureux, mais une fois qu'ils ont réussi à mettre ce système en place, ce système déjà peut être exploité. C'est-à-dire qu'on peut encore venir ajouter, il peut avoir encore des ajouts de données. Des ajouts de données jusqu'à aller exploiter ce système encore autrement. C'est-à-dire que ça va résoudre le problème des clandestins, ça va résoudre le problème d'argent à l'État, ça va venir maintenant résoudre le problème de l'environnement. C'est-à-dire d'autres éléments qu'on va mettre en ligne de compte qui vont venir compléter ce système. C'est-à-dire, une fois que le système est terminé, quelqu'un d'autre peut se saisir de ce système pour dire, tiens, c'est vrai, c'est un système qui a été mis en place, mais je pense qu'on peut encore ajouter certains éléments qui peuvent m'aider. Parce que tous les sites d'orpaillage en protestant qui seront libérés, il faut pouvoir les restaurer. Et comment les restaurer? C'est un autre système qu'on peut mettre en place et puis venir l'ajouter à ce système. C'est bon? C'est bon? Sinon, ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Il n'a pas pris tout le contour du problème qui se pose au niveau de l'orpaillage. Parce que c'est vrai, l'environnement, on a parlé de la réutilisation des terres, mais les cours d'eau. Il y a aussi la pollution des cours d'eau, il y a les maladies. Donc, disons, avec ce système, déjà, ça, c'est déjà un premier pas, un amont, et d'autres éléments qui peuvent venir encore compléter ce système. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre peut venir pour prendre ce système pour dire, tiens, ce système a été fait, mais à côté, je vais mettre en place qu'on appelle ça une continuité du système pour que ça prenne compte l'environnement, qu'on appelle ça la dégradation du sol, ça prend compte la destruction, la dégradation de l'eau, ça prend compte des maladies que l'on assiste dans les populations. C'est bon? En tout cas, c'est un sujet très vaste. Et merci beaucoup. Lui, eux sont limités à où ils peuvent faire, ou bien ce qui peut leur sembler beaucoup simple. Mais déjà, avec les débats, les discussions et autres, je pense que ça fait une ouverture pour eux, pour quelqu'un qui va vraiment s'imprégner de ce sujet pour faire sortir de là un sujet très conséquent. Déjà, il voit qu'il doit prendre en compte beaucoup de choses. Ça, c'est un sujet, par exemple, de master. Déjà, si cette partie constitue le master 2, en soutenance de master 2, c'est-à-dire qu'il finit de faire sortir tous les orpailleurs, c'était possible, il y a un système en place où on peut traquer tous les orpailleurs et autres, tout ça, faire revenir l'argent dans la caisse de l'État. Il pouvait même en sortir poser une autre problématique, qu'on appelle ça, autre hypothèse, autre problématique, c'est-à-dire le côté de l'environnement. Et le côté de l'environnement qui va venir va constituer encore un autre sujet. Parce que le côté de l'environnement, il faut faire des recensements. Pour faire des recensements, il faut poser des questions. Il faut aller sur les sites, quels sont les dégâts. Sélectionner tous ces dégâts, les répertorier, les classer et puis voir comment les joindre au système. C'est bon? La perception aussi de la population, effectivement, c'est un sujet très vaste. Mais dans ce sujet très vaste, ils ont pris une partie qui vont traiter et l'autre partie qui reste entre guillemets en suspension comme une ouverture pour la suite. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce travail qui est vraiment intéressant. Je disais qu'il était midi, on fait comment? Vous avez cours de quoi? Bon, c'est quoi, on va continuer à 13h. On arrête à 13h. Mais il y a d'autres qui vont aller prier. Bon, je peux plus avancer parce que déjà, il reste 6. Il peut passer peut-être 3 ou 4. Il va rester, disons, en quelque sorte, 2 groupes
que la semaine prochaine, les 2 passes, c'est quoi, on continue. On souhaite que tous les 6 passes, mais je ne sais pas si on pourra en ce temps-là finir à cause des questions pertinentes qui viennent. Et comme on appelle ça, on continue le groupe passé en présentiel. Oui, 5. Oui, ils vont passer. Kamenan, Dané, c'est la même personne. Kamenan, Mabante, Omoru, Ataba, Aliko. Bon, j'ai besoin de Kamenan et puis Aliko. Aliko est là? Ah, d'accord. Donc, on va aller. C'est bon, vous voyez vous qui êtes en ligne? En ligne, c'est bon? Oui, madame, c'est bon, l'écran est partagé. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, allons-y. Ok, bonjour madame. Bonjour, Nous sommes intéressés par rapport à la mise en place de notre système d'information, à la gestion informatisée du transport en commun. Nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, le secteur du transport en commun est très, très anarchique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à identifier quelles sont les compagnies existantes. On n'arrive pas non seulement à savoir quels sont les horaires, comment réserver les tickets, etc. Donc, c'est pourquoi on a décidé de mettre en place un système pour que chaque compagnie puisse s'approprier, pour que, en tant que client, nous pouvons avoir une facilité, non seulement à réserver, à savoir les heures de départ, et puis même pour les compagnies, avoir la possibilité. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Avoir la possibilité de gérer de façon efficace les différentes fonctionnalités, les différents réseaux de la société en fait. Voilà. Donc, sur ce schéma-là, on voit qu'il y a 3 composantes. L'objectif, c'est de voyager, donc d'avoir un voyage non seulement sécurisé, mais aussi un voyage à temps. Non seulement en matière de planification du temps et en matière de sécurité du voyage. Donc, on a les clients qui vont passer la réservation. On a aussi les administrateurs qui représentent la compagnie pour les différentes compagnies. Et aussi les chauffeurs aussi qui participent au bon voyage. Voilà. Donc, comme nous avons dit, la problématique, c'est le fait que les compagnies gèrent de façon manuelle, que ce soit en matière de les véhicules, les employés, ils utilisent toujours du papier, ils utilisent toujours des registres. Et aussi, on voit que les clients augmentent. Donc, si on garde toujours les mêmes méthodes et puis on a une augmentation exponentielle des clients, tout ça, ça ralentit un peu le système. Ce qui fait que quand on arrive dans les gares, c'est tout un schéma pour pouvoir avoir les places et souvent on est en retard, on est obligé d'attendre. Voilà. Donc tout ça pour normaliser non seulement la gestion des entreprises en tant que compagnie de transport, mais aussi faciliter aussi le voyage des clients. Donc le but de ce système, c'est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité, la satisfaction des clients et la rentabilité des compagnies de transport. Donc les objectifs, c'est l'automatisation de la vente des tickets, une meilleure planification et suivi des voyages, et puis une meilleure analyse des recettes et les activités de transport. Je vous remercie. Pas de questions? Quel diapo? Il est là? Oui. OK. Attends, pas de questions. Vous qui êtes en ligne, questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer, nous allons avancer. Vous n'avez pas été bon, non, compris. Merci beaucoup. C'est bon, le travail était bien fait, c'est bon. C'était quel groupe là? Le groupe 5 que j'ai pris. D'accord. Groupe 10. En ligne, c'est Josie, Quadio et puis Guaou. Qui est présent parmi vous? En ligne. Madame Guaou est présent. Qui est présent? Guaou. Josie. Josie aussi. Moi, je suis là, mais seulement. Oui, moi, je suis là aussi, mais ma connexion est instable. Donc. Ah, vous êtes instable. D'accord. Ma connexion est instable. Je peux bien sûr, mais je ne risque pas de prendre la parole.
Il n'y a pas de souci. La présentation, parce que la connexion peut se dégrader d'un moment à l'autre. Il n'y a pas de souci. Donc, je prends Josie Guaou pour la présentation du travail du groupe. Donc, allons-y. Madame, je crains que M. Josie soit disponible. Il m'a dit qu'il partait à une réunion. D'accord, donc vas-y, présenter le travail. Bonjour, chers tous. Je présente là les travaux du groupe 3 qui est constitué de M. Guaou, M. Guadio et M. Ofundi autour du thème mise en œuvre d'un système d'information pour une gestion automatisée des polices d'assurance automobile. Diabo. Partant de la problématique, nous disons que le secteur de l'assurance en général se porte bien, bien qu'il y ait des avancées notables conformément à leur pourcentage en termes de progrès par rapport à l'année précédente. Il y a tout de même des défis, et non des moindres, un défi majeur à relever au sujet de l'automatisation même de la chaîne des valeurs qui entraîne des retards dans la délivrance des actes. On peut constater dans certaines structures des gestions manuelles des activités de suivi des clients, la réalisation même sur un registre des états comptables, par exemple, et le calcul non automatisé des primes. Diapo. Diapo suivante. Donc, face à ces problématiques, c'est aller trop vite. Donc, face à ces problématiques, nous disons que la mise en place d'un système d'information qui permettra véritablement d'automatiser toute la chaîne de valeur à travers donc le calcul, par exemple, des primes, qui permettrait également la traçabilité même et le suivi des différents actes, donc des différents paiements, et surtout une gestion électronique des actes qui constitue véritablement un gain de temps pour les clients qui sont, par exemple, dans des zones très reculées et dont le contrat d'assurance est, par exemple, arrivé à expiration, qui peuvent donc faire des opérations en ligne pour se voir être remise à jour. Et donc, nous disons que la mise en place d'un système véritablement contribuera à automatiser, optimiser même toute la chaîne de valeur de l'entreprise d'assurance. D'abord, nous allons présenter maintenant donc, le système ainsi que les acteurs. Diapo suivante. Et donc là, c'est un prototype du système en question. Et donc là, vous pouvez voir déjà les différents acteurs. Les principaux acteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est déjà l'assuré. Ensuite, on a la société d'assurance. On a les personnes tierces qui peuvent être des victimes. Et on a les entreprises de conseil en assurance. Et les principaux actifs qui sont ici mis à contribution, c'est déjà les cotisations, donc le bureau de paiement, et puis ainsi que le contrat, donc la validité du contrat. Donc, le cycle du SI sera quoi? C'est que l'assuré, dans les premiers temps, peut recourir déjà pour avoir un contrat d'assurance donc à une entreprise de courtage d'assurance qui va lui donner des conseils, puisque l'entreprise de courtage a beaucoup de relations donc avec les compagnies d'assurance. Donc, elle va lui donner des conseils pour lui permettre d'avoir un contrat d'assurance en fonction de ses moyens. Et donc, une fois que le contrat est conclu avec la société de courtage, l'assuré peut donc recourir maintenant auprès de l'assurance pour le paiement de sa prime, de ses cotisations. Et une fois que le paiement est effectué, la société d'assurance transmet à ce moment-là à l'assuré un contrat de paiement. Et donc, ce contrat de paiement qui donne maintenant une valeur, sinon une existence maintenant pour l'assuré de disposer donc d'un contrat, d'un certificat d'assurance. Et en cas de sinistre, donc en cas de survenue d'un risque, sinon en cas de réalisation du risque, eh bien, ce que l'assuré doit faire, c'est de contacter donc l'assureur pour signaler le sinistre, dire que effectivement j'ai été victime ou bien j'ai causé
un accident, en ce moment-là, l'assuré envoie maintenant un émissaire qui va aller évaluer, bien entendu, la gravité du risque. Et en fonction du retour de l'émissaire, l'assuré pourra donc délivrer un bordereau de réparation. Donc, nous voyons que toute cette chaîne de valeur nécessite véritablement la mise en place d'un SI pour une gestion véritablement plus optimale et pour un meilleur suivi même des différentes activités. Donc, c'était là la présentation du groupe 3. Sur ce, nous disposons pour les différents échanges. Merci. Le travail du groupe 10. Question? Question? De quoi? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué, il n'y a pas de question pour le moment. Vous qui êtes en ligne, question? Oui, il y a un qui voulait dire quelque chose. Oui? Il y a un qui voulait dire quelque chose? Vous êtes fatigué? D'accord. Donc, vous n'êtes pas fatigué, c'est bon. Merci beaucoup, M. Gouaou, M. Gouadio et puis M. Josie pour le travail que vous avez abattu. En tout cas, on est curieux de voir dans la suite vraiment la faisabilité de ce système-là, afin d'optimiser certaines choses. On vous remercie infiniment. Merci, madame. OK. J'appelle à présent le groupe 4. Dans le groupe 4, je désigne Koulibaly et Karidiola. Vous avez 5 minutes pour nous montrer l'essentiel de votre travail. Bonjour, chers amis, bonjour madame. On voit, c'est ça? On dit la diapo n'est pas en ligne. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis, bonjour madame, bonjour, chers collègues en ligne. Notre travail s'est porté sur la mise en place d'un système d'informatique, un système informatique pour la gestion des ONG. Bon, nous avons constaté que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui... Nous avons constaté que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui lancent des demandes d'aide n'importe comment sur les réseaux sociaux, sur les pages web. Et ils demandent aussi ils demandent de l'aide pour ils demandent de l'aide pour les nécessiteux. Et nous qui donnons ces aides, ces fonds, ce matériel, on ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas si les nécessiteux reçoivent ces aides. Voilà, il n'y a plus de suite. Donc, on a eu à... C'est dans cette optique que nous avons mis en place notre système, notre base de données qui va d'abord recenser les donateurs et les bénévoles. Et puis dans notre base de données, nous allons d'abord recenser les donateurs, prendre les informations sur les donateurs et leur demander dans la base de données, leur demander c'est quel don ils veulent faire, si c'est numéraire ou c'est liquide, voilà. Et les bénévoles aussi pour aider
l'ONG à avoir ces aides-là. Et par la suite, la planification le recensement des ONG. Parce qu'on a constaté aussi que les ONG ne donnent pas de suite. Donc, nous, à notre niveau, dans la base de données, nous allons recenser les ONG en fonction de ce qu'ils font sur le terrain. Et puis, en fonction de... Les ONG reconnus. Oui. Et Madame, au niveau des ONG, on va donner la possibilité aux donateurs de choisir l'organisation à laquelle il veut faire. Bon, d'abord, le don peut être en espèces, en matériel, et puis toutes les organisations ne prennent pas de la même façon de don. Il y a les organisations qui livrent des nourritures aux personnes de la famille. Donc, on va donner la possibilité aux donateurs de choisir. Et puis, on va donner la possibilité aux donateurs de choisir. Et puis, la plateforme qu'on va mettre, le système qu'on va mettre en place va permettre aux donateurs de trouver une organisation de confiance. Et puis, mettre en contact. Le système va mettre en contact le donateur et l'organisation. Okay. Madame aussi, la base de données va permettre aussi aux donateurs de savoir si le nécessiteux en question a reçu l'aide dont il a besoin. Ici, la problématique, c'est d'assurer une collecte et une distribution équitable et transparente des dons aux ONG, tout en garantissant la sécurité des informations et la gestion des fonds. Le but, c'est de faciliter la collecte et la distribution des dons aux ONG pour soutenir leurs projets et leurs initiatives caritatives. Les objectifs de la création de cette base de données sont d'améliorer la transparence, la responsabilité, la gestion des dons en créant une traçabilité des fonds qui permet aux donateurs de savoir comment leurs contributions sont utilisées. L'autre exercice, c'est de réduire les coûts administratifs et augmenter l'efficacité de la gestion des dons en automatisant le processus de collecte et de traitement et de distribution des fonds. Accroître aussi la confiance des donateurs en mettant en place un mécanisme de sécurité qui protège les informations personnelles et financières, ainsi que la garantie que les dons seront utilisés de manière éthique et efficace. En tout cas, c'est bon. Merci beaucoup. Oh non, on va arrêter parce qu'on s'est fatigué. Donc, on est comme ça. Moi, je ne vois pas encore. Peut-être c'est dans la suite, si le problème se pose, voilà. Quand je ne dis rien encore, c'est que je ne vois pas encore. Parce que ça, c'est disons un schéma. Dans le schéma, quand on va arriver dans le futur, c'est de faire maintenant dans les humanistes graphiques comme les représentations, ça devient encore plus digeste, plus détaillé. Voilà. Donc là, c'est là maintenant, peut-être qu'on a beaucoup de questions. Donc, pour ce schéma, c'est pour avoir en grosso modo vraiment le milieu de l'environnement. L'environnement du travail, voilà. On a un peu une idée sur l'environnement du travail. Sur quoi c'est basé, comment est-ce que c'est quoi il faut faire. Moi, je pose des questions, soit que c'est à quelque chose qui a échappé. Ok. Donc, je vous remercie. Il reste combien de personnes? Deux groupes. Et puis, en chose. Ouais, deux groupes. Mais parce que vous n'êtes plus d'accord. Donc, on peut continuer. D'accord, donc allons-y. Antoine, le groupe 8. Antoine, c'est le dernier groupe.
Le groupe 8, c'est constitué de Iadja, Kablon, Loukou, Kofi, Dagro. Quels sont ceux qui sont là? Ils sont partis? Là, on est là. Bien, là.